Bonjour à tous et bienvenue dans Le Coin Sport. Aujourd'hui, on débriefe le deuxième week-end Destination 2025 et on commence tout de suite avec le match d'ouverture qui a été probablement le match le moins intéressant au niveau du rugby. Mais c'était intéressant de comparer deux équipes qui sont à des niveaux plus ou moins similaires. Je parle bien sûr d'Italie-Pays de Galles. L'Italie gagne ce match de la cuillère de bois 22-15. Hem, je trouve que le score à la mi-temps qui était de 16-3 est un peu plus parlant au niveau du niveau de jeu de ce match qui a été, je dirais pas cataclysmique, mais c'était pas beau à voir. Franchement, à la mi-temps, on savait qui allait gagner, ça se voyait sur le terrain. En plus du niveau général de l'équipe galloise, il y a eu des changements de dernière minute, j'imagine pour blessure. Donc vraiment, ça a été un match compliqué et dur à voir. C'était bien sûr, et c'est le cas depuis 2 ans surtout, c'est les 2 équipes qui se disputent cette dernière place du Six Nations qui est, pas belle à avoir, hein, on va pas se mentir. Personne n'a envie, d'être dernier du Six Nations puisque ça veut dire être dernier des meilleures équipes de l'hémisphère nord. Malgré tout, je pense qu'il y avait du mieux pour l'Italie par rapport à la semaine dernière contre les Écossais où le match devrait être plié pour les Écossais bien plus qu'il ne l'a été, même à la fin du match avec ce score et encore plus à la fin de la première mi-temps avec cette égalité qui reflète pas du tout le niveau du match et le niveau des 2 équipes. Je trouve qu'il y avait une meilleure communication au niveau des 3 quarts italiens. Devant, il y a quand même eu encore beaucoup de travail et je trouve que c'est dans la continuité, mais dans le mieux, de ce qu'ils ont fait la semaine dernière, de ce qu'ils proposent depuis 1 an et plus généralement, je trouve depuis l'arrivée de Gonzalo Quesada, qui a fait énormément de bien à la tête de cette équipe parce que l'Italie n'allait pas bien, l'Italie ne va toujours pas super bien. En plus de ça, si vous regardez le tournoi de Destination U20, ça a pas l'air d'être, très joyeux au niveau des U20 non plus. Ça a du mal à gagner, ça a beaucoup de mal à jouer, mais voilà, c'était pas, extraordinaire, on va dire. Hem, malgré tout, ça se voit que cette équipe a en tête de faire quelque chose. Et je pense que pour eux, l'objectif, c'est peut-être de faire mieux en 2027 et le tournoi de destination, je pense qu'ils en sont très conscients que, ils vont pas le gagner dans les années qui arrivent. Ils vont faut pas dire jamais le gagner, mais voilà, aujourd'hui, le pourcentage de chances que l'Italie gagne un tournoi à destination sur les 10-15 prochaines années est quand même assez faible, on va pas se mentir. Mais pourquoi pas faire mieux aux coupes du monde, puisque on sait tous que déjà il y a des faits de jeu en coupe du monde qui peuvent aider, mais le système de poule peut peut les amener un petit peu plus haut que ce qu'ils n'espèrent et ce qu'ils peuvent et avec quoi ils pouvaient se projeter en France il y a 2 ans. Donc oui, il y a 2 ans, c'était 2023. Donc voilà, il y a du mieux pour l'Italie. Leur prochain match, il y a dans 2 semaines, c'est contre nous, en Italie. Donc ils auront le supplément public. On en parlera un peu après de la France. Mais ce sera un match pour la France qu'il ne faut pas perdre et pour l'Italie, il faudra essayer de garder un petit peu la face et de construire, même s'il y a de grandes chances qu'ils perdent et qu'il y ait une défaite assez grosse. Donc on verra ce qui se passe dans 15 jours, mais il y a du mieux pour l'Italie. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand on le met en perspective avec ce qu'il y a eu et ce qui a été proposé ces 10 dernières années, et on peut même agrandir sur ces 25 dernières années sur le parcours complet de l'Italie dans le tournoi des Destination.
c'est bien mieux et c'est très sympa à voir d'un point de vue, rugby, en fait, d'avoir des équipes qui montent comme ça en puissance. C'est très cool à voir et c'est ce qu'on veut et c'est le futur un petit peu du rugby. Si on veut, un sport périn, il faut que des équipes plus petites réussissent à monter. Par contre, de l'autre côté, ça va pas du tout. Hem, le Pays de Galles, c'est très, très compliqué, c'était moins dur que la semaine dernière, mais c'était aussi pas la même équipe en face, c'était pas la même adversité. Je ne comprends toujours pas le plan de jeu et le plan, de gestion des joueurs de Gatland. C'est l'inverse de ce qu'il a fait l'année dernière. Ça n'a aucun sens et en tout cas de mon point de vue, le fait de l'année dernière avoir voulu tout miser sur la jeunesse et c'est ce que j'ai dit, également la semaine dernière, hein, de tout avoir voulu, miser sur la jeunesse, de mettre que des jeunes sur le terrain pour, qu'ils aient le goût de jouer et qu'ils soient tout de suite mis dans le bain et là de revenir en arrière et de dire, «Finalement, il faut avoir, des mecs un peu plus capés sur le terrain parce que, bah, ça se voit que quand il y a que des jeunes, ils se regardent un petit peu dans les yeux quand ça va pas et puis ils savent pas quoi faire». C'est la réalité du rugby quand il y a que des jeunes qui n'ont jamais connu ce niveau-là, qui n'ont jamais connu le haut niveau et bah, plus de ça, malheureusement pour eux, le championnat local est, tellement en manque que le très haut niveau, même en club, ils ne le connaissent pas vraiment. Lâcher comme ça face à des équipes qui sont bien plus fortes qu'eux, ça pique et il est vrai que l'année dernière, alors j'ai pas revu de match de l'année dernière, mais dans mon souvenir, il y a des fois où, on a l'impression que les Gallois, ils se regardent et en fait, ils sont démunis. Ils savent plus du tout quoi faire. C'est un petit peu moins le cas, je trouve, cette année parce qu'il y a ces mecs qui sont capés sur le terrain et qui ont connu le très haut niveau, qui, pour certains, ont connu, des années glorieuses du Pays de Galles et ces jeunes qui sont, un petit peu foufous, donc des fois, ils peuvent essayer de créer des choses, mais ils ont toujours des gens pour les diriger dans ces moments un peu plus de doute. Hem, je pense quand même que ce n'est pas non plus que la faute de Galtland. Il fait avec ce qu'il a. Oui, je suis pas d'accord spécialement avec sa façon d'utiliser ses joueurs et sa façon d'essayer de les faire jouer au rugby, mais le Pays de Galles aujourd'hui est dans un trou générationnel gigantesque. Il est abyssal ce trou. C'est inquiétant pour eux, d'un point de vue complètement extérieur, c'est très inquiétant pour eux, pour les joueurs, mais c'est aussi très, très inquiétant au niveau de la fédération. J'en ai déjà parlé bien plus dans le podcast sur le débrief de la saison 2 de Full Contact, où j'aborde quand même pas mal de sujets. Le podcast est un peu long, mais j'aborde pas mal de ces sujets-là parce qu'on le voit et voilà, les débriefs me permettent pas spécialement d'aborder, beaucoup de sujets comme ça, plus en profondeur. Mais, voilà, celui-là, j'ai pris le temps d'expliquer les choses, je crois qu'il dure un peu plus d'une heure même. Mais voilà, le Pays de Galles, pour être un peu, brute de décoffrage, on va dire, ça craint. Ça craint, encore une fois, d'un point de vue complètement extérieur, c'est inquiétant parce que quel est l'avenir de la fédération galloise? Quel est l'avenir de ces joueurs? On sait que la fédération galloise est moins «regardante» entre guillemets sur, l'endroit où jouent les joueurs pour pouvoir les sélectionner. C'est vraiment très propre à la fédération, anglaise qui refuse de sélectionner des joueurs hors de leur championnat national, de Premiership. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, ça fonctionne, ils arrivent à garder leurs joueurs chez eux, c'est ce qu'ils veulent et aujourd'hui ouvrir cette porte, bref,
tangente, mais aujourd'hui, ouvrir cette porte de l'international aux joueurs anglais serait alors j'ai pas du tout l'expression, j'ai pas du tout l'expression complète, mais en gros, ce serait le dernier coup sur la fédération et sur l'argent dont manque la fédération anglaise, parce que on le voit aujourd'hui avec notamment Willis, qui est probablement un des meilleurs joueurs dans notre championnat local en top 14 et qui n'est pas sélectionnable en Angleterre. Et ben, je pense que ça leur ferait du bien d'avoir quelqu'un comme Willis dans leur équipe au niveau de la création, mais ils se privent d'un joueur comme ça puisque même lui, il n'a pas envie de revenir en fait. Il a son frère qui joue en Angleterre, mais il n'a pas envie de revenir, même s'il pourrait postuler à la fédération, même s'il postulerait probablement pour un de ces contrats mi-fédération, mi-club où il pourrait avoir entre guillemets double salaire et être protégé de certains matchs, de potentielles blessures, ce qu'il n'est pas du tout aujourd'hui à Toulouse, puisqu'il est très utilisé. Mais bon, après, c'est aussi le fort du rugby. Hein. Tout ça pour dire que ce serait leur faire du mal, puisque les joueurs partiraient et qu'ils se retrouveraient avec des clubs désertés par beaucoup de grands joueurs qui viendraient en France ou dans d'autres championnats, mais plus particulièrement, je pense, en France, pour les salaires et pour la qualité de jeu et de vie des clubs, puisque même si certains clubs en France ont besoin d'argent, ils en ont toujours moins besoin que les clubs anglais actuellement. Donc voilà, on sait que les joueurs gallois peuvent partir du Pays de Galles, mais c'est aussi des joueurs qui sont assez attachés à la culture club. C'est un petit peu comme en Irlande. Et bah, ils le font pas. Et aujourd'hui, avec ce trou générationnel, il y a très peu de ces joueurs-là qui seraient et qui sont recrutés par des clubs autres, puisque à part compétences très spécifiques sur certains postes, il y a très peu de joueurs qui sont compétitifs à un niveau élevé en fait. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est pas du tout vertueux pour les Gallois. Et oui, c'est très inquiétant. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie, on peut rien y faire, mais c'est pas beau à voir, c'est pas appréciable à voir. Et oui, c'est très inquiétant. En plus de ça, et ça a fait le tour des réseaux sociaux, etc. Le Pays de Galles, après la victoire de la Géorgie dans le REC, le Pays de Galles est descendu en dessous du top 10 et la Géorgie est passée devant eux. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe du soi-disant tiers 2 qui est devant une équipe du soi-disant tiers 1. Et ça fait beaucoup parler. Certains ont voulu réouvrir le débat de est-ce qu'il faudrait une montée-descente en 6 nations. Je ne pense pas qu'il faut une montée-descente. Par contre, les faire s'affronter, pourquoi pas, pour comparer factuellement les niveaux des deux équipes et avoir ce référentiel visuel qui peut être très utile au niveau du rugby international pour se faire une idée de ce tiers 1, tiers 2 et de cette différence qu'il peut ou pas avoir. Voilà. Ensuite, on va ouvrir le débat de Angleterre-France, où les Français étaient très attendus à Tottenham et les Français perdent 26-25. Je ne dirais pas que les Anglais ont lavé la fronde il y a 2 ans, mais ils se sont un petit peu rachetés aux yeux de leur public et aux yeux de la presse. La France passe complètement à côté de son match. Je commence par la France parce que c'est là où j'ai le plus de choses à dire. Les Anglais ont un plan de jeu tellement restrictif au niveau du rugby qu'il n'y a que quelques joueurs desquels on peut parler. Et en fait, pour moi, c'est les Français aussi. C'est un peu comme à l'inverse en fait, de la semaine dernière où les Anglais se sont perdus leur propre match. Cette semaine, c'est les Français qui se sont perdus leur match et qui ont donné avec grande grâce
la victoire aux Anglais, et ils n'avaient pas besoin de ça pour leur donner confiance. Parce que dans un monde où on ne gagne pas en Irlande, on a aussi offert sur un plateau d'argent leur 3e victoire d'affilée aux Irlandais, et la potentialité de faire ces 3 victoires historiques, puisque ça n'a jamais été fait, 3 victoires d'affilée dans le Six Nations. Donc voilà, il y a aussi un monde où on gagne encore le tournoi des Six Nations si on gagne en Irlande, mais après, tout ça c'est de l'hypothétique, et je pense qu'on aura une idée un peu plus franche dans 15 jours, et bien sûr encore plus après ce match en Irlande. Mais voilà, la France passe complètement à côté de ce match, mais de l'autre côté, la France s'est créée tellement d'occasions de marquer, tellement d'occasions de percer, d'être pas du tout dans leur camp, que c'en est presque risible en fait que la France perde ce match, parce que dans tous les mondes, à part celui qu'on a vécu samedi à 17h45, les Français gagnent ce match. Honnêtement, je pense que 9 fois sur 10, les Français gagnent ce match. On est presque dans la même physionomie il y a 2 ans, où en fait il y a 2 ans, il y a tout qui nous réussit, et samedi, il n'y a rien qui nous a réussi. Voilà, quand il faut un rebond, il est pas bon, le ballon glisse un petit peu, on fait en avant. 10 fois sur 10, on fait en avant. C'est un match qui est super frustrant, et j'ai rarement, et ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi frustrée et énervée de regarder un match de rugby. Alors oui, je n'ai pas vu le match contre l'Afrique du Sud, je n'étais pas disponible, donc je n'ai pas vécu cette frustration et cette horreur qu'ont vécu beaucoup de supporters français, où voilà, encore une fois, c'est un peu la même physionomie de match, c'est malheureusement tous les matchs importants, on les perd un petit peu de la même manière. Mais voilà, c'était de toute façon, avec la météo, ça ne pouvait pas être un grand match de rugby. Mais les Français le rendent encore plus moche en faisant tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Ils font des en avant. Je trouve que dans le général, la ligne de 3/4 n'est pas trop dans son match. Il y a quand même beaucoup de fautes qu'on voit très rarement. Voilà, Ramos fait pas le match de sa vie, Dupont fait pas le match de sa vie. Par contre, nos 2 centres font des matchs incroyables. Comme la semaine dernière, je trouve que Yoram Moefana et Pierre-Louis Barassi ont fait des matchs, alors pas sans faute, parce que un peu plus sûrement du côté de Barassi, il y a plus de déchets, mais je trouve que cette paire de centres fonctionne très, très bien et joue très, très bien au rugby ensemble, et on les a beaucoup vus dans les rucks, on les a beaucoup vus à l'attaque et à la défense. Ils ont été suractifs sur ce match, c'était très plaisant à voir. Et malgré tout, en fait, quand on regarde les statistiques, la France doit gagner ce match, et ils le perdent malgré tout, parce qu'il y a toutes ces erreurs qu'on voit que très rarement chez les Français. Et en plus de ça, voilà, il y a des erreurs, il y a du moins bien, mais jusqu'à la rentrée au début de la rentrée du banc, et je vais même aller plus loin en disant jusqu'à la sortie de Mathieu Jalibert à la 60 quelque chose, la France est au final devant en fait. 66e Mathieu Jalibert sort. La France est devant au score, et je trouve que l'entrée du banc n'a pas été bénéfique, et n'a pas été aussi bénéfique qu'on en a eu l'habitude de le voir. Je trouve que la première ligne, c'est pas trop mal débrouillé, mais ils rentrent pas en premier, ce qui est quand même pas habituel. J'ai pas spécialement compris pourquoi c'est pas la première ligne qui rentre avant de faire rentrer 2 et 3e ligne. Mais bon,
pas moi qui est sélectionneur, c'est pas moi qui vais faire les choix, mais je ne comprends pas ce choix-là personnellement. Et en fait, je trouve que la rentrée du banc a été un peu transparente, alors que c'est l'inverse de ce à quoi on était habitué. Et en plus de ça, par contre, ça, on y a été habitué. Il ne fait pas rentrer une des personnes sur le banc. Cette personne, samedi, c'était Emilien Gaëton. Et je trouve, de son style de jeu, de ce qu'on en voit, de ce qu'il a pu proposer la semaine dernière, qui était pas, enfin, c'était pas non plus un match si compliqué que, voilà, il était centre de l'action, etc. Mais voilà, il suffit de regarder le top 14 pour savoir qu'Emilien Gaëton est quand même quelqu'un qui a beaucoup de dynamisme, qui est quand même assez grand et qui peut proposer des choses sur cette ligne de trois quarts qui peuvent débloquer le compteur et qui aurait pu faire du bien. Et honnêtement, dans cette physionomie de match, à 10 minutes de la fin, je pense qu'il fallait tout tenter. Oui, on était à la lutte pour la victoire et on l'a été jusqu'à la dernière seconde, hein, parce que Finn Smith ne met pas cette transformation et on gagne. Mais malgré tout, Emilien Gaëton, il est resté sur le banc et je pense que c'est très frustrant pour quelqu'un de son talent et de son niveau de rester sur le banc. Je pouvais comprendre de temps en temps quand c'était Maxime Lecu, parce que Maxime Lecu et Antoine Dupont n'ont pas les mêmes qualités de jeu et n'ont pas les mêmes qualités de joueur intrinsèque. Pardon. Ça a été tellement le discours depuis samedi que j'ai l'impression, je vais en parler après, mais Maxime Lucu et Antoine Dupont ne sont pas du tout les mêmes joueurs. Maxime Lucu est un joueur gestionnaire, est un joueur bien plus pur numéro 9 que l'est Antoine Dupont, où il dirige vraiment une équipe, plus particulièrement des avants. Il est assez décisif. Il a une bonne longueur de jeu au pied aussi, ce qui aide. Antoine Dupont est un joueur un petit peu... C'est un numéro 10, un numéro 9 d'exception, mais c'est aussi un joueur qui a ce facteur X, comme peut l'avoir Damien Penaud, par exemple, qui, on ne sait jamais ce qu'il peut faire avec un ballon dans les mains. Des fois, c'est extraordinaire, des fois, c'est pas dingue, mais voilà. Comme j'en ai parlé un petit peu, Mathieu Jalibert, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Enfin, si, on a le choix, mais Fabien Galtier fait le choix de jouer avec Mathieu Jalibert, qui aujourd'hui est probablement le numéro 10 français qui a fait le meilleur début de saison. C'est un fait. Il suffit de regarder ses matchs à Bordeaux, il suffit de regarder les statistiques, il suffit de regarder sa façon de jouer et la façon dont ses coéquipiers et l'entourage du rugby français en parlent. Mathieu Jalibert est un joueur d'exception. C'est quelque chose qui ne peut pas être renié. Mathieu Jalibert sait jouer au rugby et il le fait très bien. On peut avoir des problèmes sur sa façon d'être sur un terrain des fois, mais rien ne lui enlève à sa qualité de jeu rugbystique. Samedi, il a joué comme il sait le faire. C'est-à-dire qu'il a été assez gestionnaire en attaque, il a fait des bonnes percées offensives, mais oui, Mathieu Jalibert est un défenseur de qualité très moyenne pour le top 14, mais est-ce que ses qualités et ses défauts ne se balancent pas? Et de toute façon, quand on fait le choix de jouer avec un joueur comme ça, on le sait très bien. Si c'était pas dans le plan de jeu d'avoir un numéro 10 qui ne défend pas comme peut défendre la personne qui le remplace en Romain Tamac, qui est un défenseur pour le coup très très bon, mais un attaquant moindre, et bah, c'est un choix tactique. Donc il faut aussi, et au niveau où l'équipe de France est avec le staff, le jeu, l'expérience, ils le savent très bien que Mathieu Jalibert, c'est pas la personne qu'il faut mettre en tant que premier défenseur. C'est pas possible en fait.
Factuellement, samedi, il a été pas bon en défense. Tout le monde a vu la statistique où il tente 10 plaquages, il en rate 5, il en réussit 5. Je n'ai pas revu tout le match, mais oui, il rate des plaquages, mais il rate pas des plaquages à 5 mètres de la ligne, qui fait qu'il empêche un essai. Il a 1 ou 2 moments, il me semble, où vraiment, oui, c'est la personne à mettre en faute sur certaines actions offensives des Anglais. Mais le match, on le perd pas à cause de Mathieu Jalibert. Le match, on le perd pas à cause d'un joueur. Le match, on le perd à cause de l'équipe qui a mal joué. Qui a mal joué sur les détails. Dans l'ensemble, une équipe qui se crée autant d'occasions, puisque si on ne fait pas des en avant à 5, 10, 15 mètres de la ligne, je pense que beaucoup de ces occasions d'essai se transforment en essais concrets. Et l'équipe de France met probablement le même score qu'il y a 2 ans à Twickenham et encore une fois gagne ce crunch. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Il y a des en avant, le ballon était mouillé certes, mais voilà. Le match ne tourne pas en la faveur des Français et l'équipe, de par ce fait, n'a pas été extraordinaire et n'a pas sûrement été au niveau dans lequel ils ont envie d'être, surtout avec tout le discours qu'il y a eu avant le Six Nations sur le fait qu'ils voulaient gagner. C'est pas comme ça qu'on gagne. Factuellement, c'est pas en faisant des en avant, c'est pas en étant pas précis sur les trucs que les joueurs savent faire qu'on gagne. Donc aujourd'hui, ils ont un pas de moins. Ils ont fait un pas de moins vers gagner un deuxième Six Nations, avec cette même génération, je parle, hein, à gagner un deuxième Six Nations, et ils ont de toute façon fait une croix définitive sur un grand chelem cette année. Malgré tout, le tournoi n'est pas terminé, il reste encore un très très gros match dans un mois. Un peu moins d'un mois, puisqu'il y a 2 semaines de pause, il y a le match en Italie, il y a 1 semaine de pause, il me semble, et ensuite on va en Irlande. C'est ce match-là qui sera décisif pour les Français. Dans 15 jours, il va falloir se reprendre contre l'Italie, c'est clair, net, précis, il va pas falloir laisser passer des occasions. Si les Français peuvent faire un match d'une physionomie ressemblante à celle du Pays de Galles, où même s'ils ont des occasions, les Français arrivent à défendre, arrivent à être solides sur ce qu'ils savent faire, ce sera moins grave. Ce sera un écart, ce qui s'est passé à Twickenham. Il faut pas l'oublier, il faut aussi construire sur ce genre de défaite, parce que je pense que c'est très dur pour une équipe comme ça qui se revendique potentiellement championne cette année du Six Nations, et qui n'arrive pas à gagner contre des Anglais qui sont largement prenables, puisque, et on en vient à l'équipe d'en face, les Anglais ont un jeu extrêmement restrictif, et en plus de ça, les Anglais ont joué avec leur jeu qui est déjà comme ça, sous la pluie, qui nécessite en général un jeu plus restrictif. J'ai vu deux, trois choses passer sur les réseaux sociaux en disant les Anglais, ils font une passe et un coup de pied. C'est beaucoup comme ça qu'on gagne sous la pluie, puisque ça permet de récupérer des ballons pas trop loin de l'embut adverse. Potentiellement, on fait faire des en avant à l'équipe adverse, donc on récupère une mêlée, et avec des bons 3/4, des bonnes courses, on arrive à se rapprocher sans trop faire de passes, sans trop risquer justement ces en avant qu'on a beaucoup vu chez les Français. Et donc, les Anglais ont pris moins de risques, les Anglais ont moins joué. Personnellement, oui, c'est pas vraiment un rugby qui me rend très heureuse à regarder. C'est pas les matchs que je vais apprécier le plus, mais il faut souligner que oui, les Anglais ont réussi à gagner un match qui, sur beaucoup d'aspects, n'était pas pour eux. Sur beaucoup d'aspects, les Anglais ne devaient pas gagner ce match, parce qu'il y a des fautes, parce que j'ai trouvé le joueur que eux mettent sur un piédestal, j'ai trouvé Marcus Smith pas fou dans ce rôle, le numéro 15. Il faut pas oublier non plus que c'est pas son rôle.
Il n'a pas non plus les mêmes qualités que peut avoir Thomas Ramos, qui peut faire les deux postes. Marcus Smith est un 10 de formation et son poste de prédilection, c'est le 10. Maintenant, les Anglais ont un réservoir quand même pas moche et ils ont Finn Smith qui est un très très bon joueur et qui samedi a été proche de l'exceptionnel, il faut pas se mentir. Euh, il a été très bon pied, il a été très bon gestionnaire. Je sais pas, j'étais chez moi dans mon canapé, donc je peux pas dire, mais je pense que c'est un joueur très agréable à regarder au stade, puisque au stade, il y a une vue d'ensemble du match et l'ensemble des choses qu'on ne voit pas à la télé. Donc, j'aimerais bien voir un jour la façon dont il a de diriger la ligne d'arrière, qui, à mon avis, est très intéressante, puisqu'il a l'air de savoir très bien jouer au rugby, de très bien connaître le jeu et le plan de jeu. Ce que fait aussi bien Marcus Smith, mais voilà, Marcus Smith a raté des coups de pied, n'a pas été exceptionnel défensivement. Offensivement, c'est un joueur aux qualités qui ne sont plus approuvées, je pense. Mais voilà, il a fait ces petites erreurs-là. Et est-ce que je pense que Freddie Stewart aurait été meilleur que lui? Peut-être, parce que Marcus Smith a quand même raté pas mal de jeux au pied. Il est aussi bien moins grand et bien moins imposant que Freddie Stewart. Je me rappelle plus spécifiquement de ce que j'ai dit de lui la semaine dernière, mais Freddie Stewart est un joueur excellent en l'air. C'est un atout dont son club ne se prive pas et ne peut pas se priver, puisque ça leur sauve quand même pas mal de choses. Sauf contre Toulouse, où ils ont vraiment bien perdu. Mais après, voilà, c'est pas le même niveau d'équipe. Freddie Stewart, en revanche, offensivement et défensivement, c'est bien plus faible. Et au jeu au pied, son jeu au pied n'est pas égal à son jeu en l'air, qui est vraiment génial. En plus de ça, il a des qualités athlétiques qui font qu'il est très imposant en l'air, il est très grand, il est très large, il est massif en fait. Donc, à mon avis, en face, il fait un peu peur. Peut-être que les Anglais auraient eu un petit peu plus de réussite à l'arrière si Freddie Stewart était même peut-être juste sur le banc. Mais c'était un choix d'avoir 2 numéros 10 sur le terrain qui n'a pas payé tout le temps, mais qui a payé, puisque au final, c'est les Anglais qui gagnent. Et au final, c'est eux qui ont réussi à profiter des erreurs françaises. Et c'est eux qui, avec ce jeu restrictif, ont réussi à faire tomber une France qui a voulu jouer au rugby. Et comme toujours, hein, le crunch, c'est un peu le clash de deux équipes qui jouent au rugby tellement différemment et qui ont une vision du rugby tellement différente que voilà, c'est l'équipe qui gagne qui a raison. Aujourd'hui, c'est les Anglais qui ont eu raison d'avoir un jeu restrictif, puisque c'est ce qui leur a fait gagner le match. Et en fait, voilà, c'est comme j'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est l'inverse du match de la semaine dernière contre les Irlandais, où c'est les Irlandais qui profitent des erreurs anglaises. Et cette semaine, c'est les Anglais qui ont réussi à profiter des erreurs françaises. Alors, est-ce qu'ils ont appris vraiment de ce qui s'est passé la semaine dernière? Je ne sais pas. Je pense que oui, ça leur a un petit peu servi quand même, mais connaissant un petit peu le caractère anglais, je ne sais pas si la semaine dernière, c'est vraiment la défaite qui leur a fait mal, etc. Mais voilà, c'est un match à oublier du côté français et c'est un match à garder en tête absolument du côté anglais, parce que c'est aussi ce genre de victoire qui va pouvoir les faire construire un groupe, puisque il faut pas non plus oublier que bon, déjà la génération U20 qui arrive est très bonne. Ils ont des très bons joueurs en réserve. Je ne m'inquiète pas spécialement pour l'équipe d'Angleterre à ce niveau-là. Mais il faut pas non plus oublier que les Anglais ont aussi pas fait une coupe du monde extraordinaire, et que je pense qu'en Australie, ils ont des prétentions très différentes.
Donc voilà, 2027, c'est dans pas si longtemps que ça, donc je pense que beaucoup d'équipes y pensent aussi, et c'est aussi ce genre de victoire qu'il va falloir avoir pour pouvoir devenir meilleur du côté anglais. Ensuite, dernier match, qui était un match que moi j'avais très hâte de voir, je pense que je l'avais dit la semaine dernière, c'était le match à Murrayfield, Écosse-Irlande, et c'est l'Irlande qui finit victorieuse 18-32. Tout d'abord, on va parler de ce qui s'est passé avec, c'est un accident, hein, de l'accident qui s'est passé entre Darcy Graham et Finn Russell. C'est un accident de jeu, ça arrive. Oui, c'est très dommage. Et en plus de ça, je trouve que ça a fait très mal à l'Écosse, mais qu'ils ont quand même réussi à faire un match pas mauvais, sachant qu'ils ont perdu sûrement 2 de leurs meilleurs joueurs. Ils font un tête-tête ou tête-épaule. J'avoue que j'ai pas revu les images, parce que c'est des images qui sont pas le genre de choses qui me fait plaisir à voir. Mais donc, Finn Russell et Darcy Graham ont une collision parce qu'ils vont tous les deux pour le ballon. Finn Russell n'a pas l'air si amoché de ça, il se relève assez rapidement pour quelqu'un qui a pris un gros choc comme ça. Mais malheureusement, Darcy Graham sort sur civière et est amené en urgence malgré tout, hein, à l'hôpital. On va commencer par le plus grave. Darcy Graham va bien dans les mesures possibles, dans les mesures où il est possible d'aller bien après un choc aussi violent à la tête. Il n'a pas de problème cervical. Il n'a pas de problème au cervical, ce qui était le plus gros point de question après le choc, parce que la tête en fait a été beaucoup protégée par les médecins sur le terrain. C'est aussi sûrement pour ça qu'il est sorti sur civière et pas en marchant, puisqu'il avait l'air quand même, il était conscient, il a tapé dans ses mains, il a fait des signes, donc mais voilà, c'est le point qu'il faut protéger chez les rugbyman après des chocs violents comme ça. Il est sorti de l'hôpital, il me semble, dans la soirée, et il a donc une très, très grosse commotion qui va être traitée, il a, je le cite, la fédération écossaise, selon les protocoles World Rugby de commotion cérébrale. Donc voilà, je ne sais pas si on va le voir dans 15 jours. Je ne pense pas, sérieusement. Je pense qu'il va faire son retour peut-être pour l'avant-dernier match, mais sûrement plus particulièrement pour le dernier match. Je pense que là, oui, contre la France, on a une chance de le voir. Voilà. En ce qui concerne Finn Russell, il va bien. Il a passé son protocole commotion, il a répondu positivement. Mais le médecin de l'équipe a jugé qu'il n'était pas vraiment lui-même. Il avait un petit peu de mal à être cohérent et à se rappeler en fait du plan de jeu, etc. Donc le médecin de l'équipe a pris la décision, en accord avec le sélectionneur, de ne pas le faire revenir. Et je trouve la décision très louable, puisque oui, on parle beaucoup de protéger les joueurs, etc., etc. Dans la réalité des faits, il y a beaucoup de sélectionneurs, je pense, qui l'auraient fait re-rentrer, puisqu'il est tellement important dans cette équipe d'Écosse. C'est tellement le maître à jouer. Ils ont aussi perdu des points au pied, puisque Blair Kinghorn est très bon dans son poste de 15, mais ce n'est pas son point fort, le jeu au pied, les tirs au but, etc. Ce n'est pas son point fort, et on l'a vu ce week-end. Je trouve la décision très louable, et c'est un exemple à suivre. Donc voilà, je pense qu'on verra Russell dans 15 jours. C'est pas, voilà, je pense que c'est pas un souci. Le vrai point noir, c'était Darcy Graham. Malheureusement, oui, lui, je pense qu'il sera absent, et malheureusement pour l'Écosse, ils ont perdu quelqu'un qui est très utile à leur ligne de 3 quarts. Et j'avoue que je ne sais pas qui va le remplacer. Il faudrait que je regarde la liste des joueurs écossais.
Mais voilà, ils ont perdu quelqu'un de très important, mais le plus important, c'est la santé des joueurs et je suis très heureuse de savoir que, Darcy Graham va bien. Bref, maintenant parlons du jeu. Après, cette perte du coup de 2 joueurs et le replacement de cette ligne, d'arrière qui a été un petit peu compliqué, un petit peu confus, aux commentaires à France 2, ils savaient pas trop qui allait être où et qui allait faire quoi. Hem, Au final, c'est Blair Kinghorn qui a pris, le contrôle de cette ligne d'arrière et je trouve qu'il ne l'a pas mal fait. Hem On dit souvent, à Toulouse qu'il n'est pas aussi bon en 10 ou en ailier qu'il est bon en 15. Mais je trouve que dans cette responsabilité, il a été pas mauvais. Il a été très loin d'être mauvais dimanche et c'est une performance à souligner puisque quand on perd comme ça 2 personnes qui sont très importantes, surtout une en la personne de Finn Russell qui est vraiment gestionnaire et qui est, maître de cette équipe d'Écosse, ça peut être très compliqué à gérer pour la personne qui remplace. Hem, mais voilà, je trouve que l'Écosse a perdu la tête haute avec, ce gros coup sur la tête en début de rencontre. Hem, je pense qu'ils ont eu espoir pendant un bon moment. Et je pense qu'après la 60e, ils ont compris que la seule chose qu'ils pouvaient sûrement faire, c'était d'arrêter l'hémorragie et de pas prendre plus de points qu'ils en avaient déjà pris. Voilà. L'Écosse est une très bonne équipe, hem, mais et je l'ai lu, dans des médias, écossais, heu, donc ça ne sort pas de moi, mais c'est vrai qu'il y a la question se pose et je me suis déjà posé la question: «Est-ce que l'Écosse n'a pas atteint ce fameux plafond de verre?» Parce que, avant, Gregor Townsend, on disait souvent: «Ouais, l'Écosse, c'est bon, mais c'est vrai qu'ils font des petites erreurs» et cetera. Aujourd'hui, est-ce que l'Écosse n'a pas atteint ce plafond de verre générationnel, mais aussi dans le jeu, dans la façon de jouer, dans le plan, où ils peuvent pas aller plus haut? Hem, Peut-être, peut-être pas, malheureusement ça, il y a que l'avenir qui nous le dira. Il y a personne, qui a une baguette magique pour nous dire, «Non, l'Écosse va réussir à faire des belles choses». Mais, voilà, c'est vrai que dimanche, l'Écosse a donné l'impression d'avoir atteint ce plafond et de pas pouvoir faire plus, hem, alors que voilà, on peut voir d'autres équipes qui il y a quand même encore quelque chose, il y a ce essayer de tenter qui est aussi très propre à l'Écosse. Donc alors ils ont jamais abandonné le match, hein, je dirais pas qu'ils ont laissé les Irlandais passer, mais voilà, on avait l'impression qu'il y avait plus de solution. Au bout d'un moment, à partir de la 60-65e, il y avait plus rien à faire. Il y avait plus d'autres solutions que justement d'arrêter cette hémorragie, d'arrêter de perdre ce match et de se dire: «On va peut-être, en prendre 50 à la maison», quoi. Hem, donc c'est une question à se poser. Je pense que, il faut aussi attendre de voir des matchs, contre, l'Angleterre et aussi potentiellement, contre la France pour voir un petit peu ce niveau de jeu face à des équipes qui, sont peut-être moins au-dessus, de cette équipe d'Écosse puisque malgré, le fait que je pense toujours, comme la semaine dernière, que l'équipe d'Irlande, est en fin de cycle et l'équipe d'Irlande, repose aussi énormément sur des individualités. Cette équipe est supérieure à l'équipe d'Écosse. Voilà, c'est un fait. Pour la statistique, si jamais, puisque je me suis posé la question, ce week-end, hem, ça n'a pas toujours été comme ça n'a pas toujours été l'Irlande, qui a été supérieure. Mais bien, heu, il y a eu un long moment dans l'histoire où l'Écosse était largement au-dessus de l'Irlande et donc la dernière fois que les Écossais ont gagné, c'était en 2017. Mais voilà, sur les années, 90 et
tout avant, c'était bien plus à l'avantage de l'Écosse que de l'Irlande et en fait, c'est depuis les débuts des années 2000 où l'Écosse, eux, ont eu ce trou générationnel que connaît un petit peu le Pays de Galles, dans des conditions différentes, hein. C'est aussi pas du tout, le même rugby, pas du tout le même milieu professionnel et cetera. Mais voilà, il est vrai que, là, les statistiques sont vraiment très en faveur de l'Irlande, mais ça n'a pas toujours été comme ça. J'ai un petit peu parlé de l'Irlande. L'Irlande, a joué au rugby, l'Irlande a profité des erreurs de l'Écosse. L'Irlande s'est reposée sur ses individualités qui font qu'ils sont si bons. Mais en face, je trouve que quand même, malgré tout, le jeu, d'avant irlandais a été bon, pas aussi bon que j'aurais pu l'imaginer. Je vais pas mentir en disant que je m'attendais absolument à ce qu'il soit comme ça, c'était exceptionnel. C'était pas aussi bon que ce à quoi je m'attendais, mais il y a aucun monde où, après, 15-20 minutes de jeu, je pense qu'il y avait aucun monde où les Irlandais perdaient ce match. Hem et en plus de ça, ils l'ont fait, voilà, avec la manière. C'était très facile à des moments, pour eux, de gagner ce match. C'est vrai que, c'est dommage, hein, mais voilà, ils ont laissé le ballon aux Écossais et ils ont réussi malgré tout sur, voilà, toutes ces récupérations de balles, toutes ces erreurs écossaises à marquer. Pour la statistique, il y a eu quand même 57 de possession pour les Écossais. Ils ont beaucoup moins attaqué, donc ils se sont aussi beaucoup moins fatigués. Ils ont beaucoup moins couru, ballon en main, ils ont beaucoup moins couru en général. Ils ont du coup, moins fait de passes. Ils ont aussi fait moins de fautes, notamment d'en avant. Ça va, hein, bien sûr, avec le fait que quand tu as moins le ballon, tu fais moins de fautes. Ça, c'est juste, mathématique. Mais voilà, il y a quand même, une dizaine d'erreurs en moins, je crois, côté irlandais pour 10% de possession. Donc peut-être qu'ils auraient fait les mêmes erreurs, peut-être pas. Mais voilà, enfin, en général, je trouve que les Irlandais se sont pas foulés sur ce match. Peut-être qu'ils auraient pu en mettre plus, peut-être moins. Mais voilà, je trouve que l'Irlande monte en puissance et c'est ce qui me fait un petit peu peur. Pour ce tournoi où j'ai l'impression que la semaine dernière, l'Irlande, c'était un peu plus compliqué, un peu plus laborieux. Cette semaine, c'était déjà bien plus en place. C'était du rugby un peu plus précis, il y avait plus de choses, je trouve et peut-être encore un petit peu moins d'individualité que la semaine dernière et puis, en fait, ça avait l'air un petit peu facile quand même malgré tout. Donc dommage. Dommage pour les Écossais, mais voilà, c'est, ça a été un match, qu'il faut quand même, retenir pour se dire que, ouais, les Irlandais, ils montent en puissance et j'aimerais pas être l'équipe qu'ils prennent dans 15 jours et si les Français ne se réveillent pas, j'ai très, très peur pour dans 3 semaines, 1 mois. Hem, donc voilà. Donc pour les prochains matchs, donc qui seront le 22 février, nous avons en ouverture à 15h15 le samedi, Pays de Galles, Irlande. Voilà, je pense que ça va être un match un peu trop facile pour les Irlandais. Hem, Est-ce qu'ils vont réussir l'exploit de ne pas laisser de points aux Gallois comme la France? Je ne sais pas, on verra. Hem, on va en parler après, mais ça peut être très utile que les Gallois mettent des points. Ensuite, on a le match, Angleterre-Écosse, je vais y arriver. C'est un match très attendu tout le temps, je pense que je l'ai dit la semaine dernière déjà, c'est un match qui fait toujours beaucoup parler, de l'autre côté de la Manche. Hem, pour l'anecdote, c'est donc
pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le match international le plus vieux du monde, puisque c'est le premier match international jamais joué. Et donc, c'est une rivalité qui date d'il y a très, très longtemps, historiquement, mais aussi dans le rugby. Et c'est toujours un match où il y a beaucoup de protocoles, il y a beaucoup de choses autour du match. Et il y a aussi cette fameuse Calcutta Cup qui est remise à l'équipe et qui, depuis 2007 ou 2018, est aux Écossais. Oh non, c'est les Écossais qui n'ont pas gagné depuis cette époque-là, c'est vrai. En Angleterre. Donc voilà. Donc ça, ce sera samedi à 17h45. Et donc le dimanche 23 février à 16h, l'Italie reçoit la France au stade olympique de Rome. Et donc après ça, il y a une semaine de pause et on reprendra donc le 8 mars. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, encore une fois. Mais donc, selon ce qui se passe la semaine prochaine, et surtout, on va pas se mentir, selon ce qui se passe entre l'Irlande et la France, mais voilà, il y aura déjà un autre scénario qui va se dessiner après le match Angleterre-Écosse, qui est assez important. Il y a plusieurs scénarios qui se dessinent. Il y a un scénario où la France et l'Angleterre sont à égalité et ce sera le goal average qui décidera de qui sera le vainqueur du tournoi Destination. Il y a aussi un monde un petit peu parallèle où l'Irlande, l'Angleterre et la France sont à 21 points. Alors là, c'est un petit peu plus mathématique, où en fait, ça va se jouer au bonus plus qu'à autre chose. Et donc, pareil, où ce sera le goal average qui décidera de qui sera le vainqueur. C'est pas spécialement le scénario qui me fait le plus plaisir. J'ai pas spécialement envie que on en vienne à se décider au goal average. J'aime un petit peu plus le système top 14 où c'est les points terrain qui comptent, donc c'est qui a gagné la rencontre. Voilà. Donc là, par exemple, si on était au point terrain, ce serait si c'est France-Angleterre qui sont premiers ex aequo, ce serait l'Angleterre qui gagnerait, la France serait deuxième. Et il y a aussi un monde, encore une fois, un petit peu sûrement aussi possible que celui où la France et l'Angleterre sont à égalité, où la France gagne, puisque alors dans ce scénario, il faut que la France gagne en Irlande et il faut aussi que les Écossais gagnent à Twickenham, qui sont deux scénarios qui sont plausibles en soi. Mais voilà, donc dans ce scénario-là, les Français gagnent, mais aujourd'hui, à part, enfin voilà, le facteur le plus décisif sera le match en Irlande, puisque aujourd'hui la France n'est plus vraiment en possession de son destin, puisqu'ils ont perdu à Twickenham et que on sait tous que si on veut être en pleine possession et être seul décideur de son destin dans le Six Nations, il faut gagner tous ces matchs. Donc, c'est possible, on l'a vu l'année dernière, de gagner sans avoir fait tous ces matchs, mais c'est toujours mieux. Et les Français, s'ils voulaient juste jouer le Six Nations avec les Irlandais, il fallait gagner le match à Twickenham, ce qui n'est pas arrivé. On va pas y revenir dessus, mais voilà. C'est pas fini pour la France. Je pense que ce Six Nations peut être très débattu. Enfin voilà, je pense qu'il y a quand même 2-3 équipes qui sortent du lot. Aujourd'hui, c'est la France, l'Angleterre et l'Irlande qui peuvent potentiellement gagner, qui ont ce statut d'équipe un petit peu au-dessus. Dans 15 jours, il y a un match qui sera très important pour ce classement, qui est le Angleterre-Écosse, puisque l'Écosse est dans la même situation que la France. Ils n'ont pas tout perdu. Ils ont gagné un match, ils ont perdu un match. Et par contre, oui, ces équipes-là, l'Angleterre également, hein, ne peuvent plus perdre de match s'ils veulent espérer gagner quelque chose mi-mars. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite donc une bonne semaine et un bon week-end de rugby puisque on reviendra ce week-end avec le top 14.